crois qu'il faut que je me présente un petit peu. Alors, il y a marqué entrepreneur et auteur. Donc, effectivement, moi, j'ai créé mon agence qui s'appelle Accès Agency. Je l'ai créée aux États-Unis. J'ai habité 5 ans dans la Silicon Valley. Je suis revenue en 2016. Je travaillais dans le numérique. Je me suis un petit peu engagée pendant la campagne présidentielle. J'étais déléguée nationale d'En Marche. Et puis après, je suis retournée à la société civile pour une autre forme d'engagement. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors du coup, je voulais vous parler de l'engagement sous toutes ses formes, si je peux. Si vous ne voulez pas, vous me dites. Ou alors sans slide, sans filet. Ah, nous y voilà. Donc l'engagement, pour moi, c'est quelque chose de très vaste. Et ça commence par quelque chose, je trouve, qu'on oublie souvent. On ne peut pas s'engager collectivement ou dans le collectif si on ne sait pas qui l'on est. Et je crois que parfois, on oublie le lien qui existe entre notre individualité, notre individuation et le nous, le collectif. Nous pouvons nous arranger pour être tellement occupés, nous créer tant de diversions, remplir nos têtes de tant de connaissances, nous impliquer avec tant de gens pour couvrir le plus d'espace que nous n'avons jamais le temps de sonder notre monde intérieur, si terrible et merveilleux. Au milieu de nos vies, la plupart d'entre nous, nous sommes devenus des fugitifs de nous-mêmes. Ce que dit Gardner dans ce livre que j'aime beaucoup, qui parle de la résilience individuelle et de la transformation collective, il explique en fait qu'il y a beaucoup d'entre nous, bien avant d'ailleurs le milieu de nos vies, on a oublié quelles étaient nos vraies passions, nos vraies envies, le sens qu'on voulait donner à cette vie, parce qu'on était pris un peu dans une espèce de roue. On faisait nos études, on faisait notre travail, et on pensait qu'en fait, comme ça, sans se poser de questions, on allait vivre. On peut être très heureux, mais en oubliant peut-être sur le chemin quels étaient nos rêves, nos vraies envies, ce qui fait un peu vibrer nos cœurs. Et moi, je crois qu'il n'y a pas d'engagement sans cette connaissance-là. Ça demande un peu de courage, effectivement, de se poser ces questions-là, parce que quand on commence à se demander, je vois qu'il y a des étudiants dans la salle, mais ce n'est pas une question qu'on arrête de se poser à 20 ans. Quand on commence à se demander qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire quand je n'ai plus d'injonction sociale ou d'injonction parentale ou d'injonction sociétale, eh bien, ça demande du courage parce que généralement, ce n'est pas les réponses les plus évidentes qui nous arrivent. Racontez votre histoire et vous aimez à travers ce processus est la chose la plus courageuse que vous pouvez faire. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Brené Brown qui dit ça, qui est une auteure, qui a un talk sur TED. Vous connaissez les TED Talks, vous savez, les vidéos en ligne. Bon, je vous recommande son TED sur la vulnérabilité, où elle explique que la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, la créativité et du changement. Et elle explique que se poser ces questions, de savoir vraiment qui l'on est, vraiment ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce que c'est pour nous de se trouver et d'ensuite le projeter au monde, c'est quelque chose de très courageux et très difficile. Mais c'est là que se cache le trésor que l'on va pouvoir offrir. Alors c'est un processus qui n'est pas facile. D'ailleurs, on peut le voir. Moi, j'ai probablement changé de vie, de carrière à 28-29 ans parce que j'avais complètement oublié. Bon, c'est encore jeune, je vous l'accorde, mais j'avais complètement oublié ce que j'étais vraiment, ce que je voulais faire. J'avais fait mes études, un bac plus 5, j'avais été prise. D'ailleurs, ça ne marchait pas tellement pour moi, pour être honnête, parce que je me suis fait virer de mon premier job. Enfin, je n'ai pas arrêté de galérer. Et donc, quand je galérais, je me suis dit, mais c'est probablement que je ne suis pas dans la bonne vie. C'est probablement que je ne suis pas dans le bon job, que je ne suis pas dans quelque chose qui me fait vibrer et dans lequel je suis engagée. Et ça demande un processus qui est compliqué, qui est difficile, mais qui vaut tout l'or du monde. L'homme n'est que l'individuation qu'il tente. À trop rester hors de cette tentative, il perd l'accès à sa propre humanité. Partant, l'autre nom de l'individuation est l'engagement, c'est agir de l'implication personnelle. Alors je vous le dis, cette phrase que j'aime beaucoup, ce concept d'individuation qui m'a beaucoup marqué, qui n'a rien à voir avec l'individualisme. L'individuation, c'est trouver son jeu pour savoir comment on va le projeter dans le nous. Et je ne savais pas qu'elle intervenait après moi, mais je ne peux que vous recommander le livre de Cynthia Fleury, qui pour moi m'a énormément marqué, qui s'appelle « Les Irremplaçables », où en fait, Cynthia Fleury explique très bien ce processus d'individuation, qui fait qu'on a conscience de qui l'on est,
de ce que l'on veut et à quel point le fait de se connaître soi-même, de connaître le jeu, est la condition sine qua non pour l'engagement dans le collectif. Un individu qui n'a pas travaillé à faire émerger une juste individuation ne se souciera pas de préserver la démocratie. Le souci de soi et le souci de la cité sont intimement liés. Je suis toujours très très étonnée qu'on sépare... quand vous dites qui veut le changement, tout le monde va lever la main. Quand vous dites qui veut changer, tout le monde va la baisser. Alors qu'en fait, pas tout le monde, mais beaucoup. Alors qu'en fait, les deux processus sont complètement liés. Il n'y aura pas de changement collectif, même il faudrait dire transformation, aujourd'hui collective, sans la nôtre, sans ce travail d'individuation et sur notre propre résilience. C'est la seule condition, une fois qu'on se connaît soi-même, une fois qu'on a pris le risque de se regarder dans les yeux, de remettre en cause peut-être des évidences, des voies qu'on avait tracées pour nous, c'est la seule condition pour se révéler au collectif et donc s'engager. En tant qu'individu, la première étape consiste à reconnaître notre propre besoin en cultivant la conscience de soi pour comprendre ce qui doit changer, puis de faire ces changements pour remettre du sens dans nos vies. Nous trouvons le sens quand nous faisons des choses que nous aimons, essayons de nouveaux défis et exprimons notre voix dans le monde. Aaron Hurst, c'est quelqu'un qui a créé la start-up qui s'appelle Purpose, qui est un projet magnifique. Et vous voyez, avant de trouver sa voie au monde, il y a la condition sine qua non qui est de faire ce que nous aimons. Mais comment savoir ce qu'on aime si on ne sait pas qui l'on est ? Du coup, je reviens toujours au fait que ces deux choses sont intimement liées. De se connaître, d'explorer, de se trouver, de douter, pour arriver à la chose qui va donner du sens à votre vie. Et une fois que vous aurez trouvé ce sens, vous allez pouvoir le partager au monde. Alors, dans nos vies, généralement, ça arrive beaucoup. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle ? Levez la main. Voilà, alors je sais pas pour vous, mais quand j'avais votre âge, moi, j'ai entendu beaucoup de « il faut, tu dois ». Ça, c'est cette ligne-là. Vous allez l'entendre toute la journée. Alors que le vrai sens, notre vraie passion, notre vraie vocation, c'est pas « il faut », c'est vital, c'est plus fort que moi, c'est le must. Et ça, généralement, c'est la petite voix intérieure qu'il va falloir vraiment écouter, parce que c'est un âge où on est un petit peu contrarié pour l'entendre. Ça, c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ella Luna, et elle a écrit un livre qui s'appelle, en fait, L'intersection. Et en fait, elle parle de cette intersection entre le « il faut, tu dois » et ta vraie vocation, ce qui fait vibrer ton cœur. Et elle explique à quel point, pour elle, le sens de la vie, c'est vraiment quand on choisit la voie la moins évidente. J'ai tellement de respect pour quiconque s'éloigne de ce qu'il peut faire pour trouver ce qu'il doit faire. C'est une caractéristique des entrepreneurs et des artistes. Et c'est effrayant et excitant comme jamais. Pouvez-vous imaginer si tout le monde suivait leur vocation ? Est-ce que vous imaginez un monde où 100% des gens suivraient leur vrai doigt, leur vrai « je dois faire ça parce que c'est ce que j'aime », mais ce n'est pas du tout la même société, ce n'est pas du tout le même collectif, ce n'est pas du tout les mêmes interactions entre nous, que ce soit dans le métro, que ce soit dans la rue, que ce soit au bureau, ce n'est pas du tout la même société qui se crée. Il y a les Japonais qui parlent même d'un concept qui s'appelle l'ikigai. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Alors l'ikigai, c'est ce qui serait l'intersection là, de votre passion, de votre vocation, de votre mission et de votre profession. Et alors vous voyez, on retrouve la sphère privée, passion, vocation, se connaître soi-même, qui influence le public, le collectif, la profession et la mission. L'ikigai, pour le moment, c'est un idéal que beaucoup d'entre nous n'ont pas la chance de pouvoir accéder, mais qui est pourtant essentiel pour s'engager. Il faut faire la différence avec ce qui vous rend différent. C'est ça la clé, c'est de cultiver la singularité de chacun d'entre nous. Et encore une fois, la singularité, ça n'a rien à voir avec l'individualité. La singularité, c'est probablement tout ce qui fait votre spécificité, tout ce qui fait peut-être parfois qu'on cache, qu'on met dans l'ombre parce qu'on a l'impression que ça nous rend différents des autres, que ça nous rend peut-être... on se fond moins dans le moule avec ça. Et tous, alors en tout cas,
moi, plus j'ai vieilli, grandi, plus j'ai avancé dans la vie, plus je me suis rendu compte que tout ce que je rejetais chez moi quand j'étais plus jeune, parce que je me sentais différente, parce que j'avais envie de faire autre chose, etc., c'est devenu mes forces en avançant, pour m'engager, pour proposer quelque chose de différent et pour changer le collectif avec cette différence. Et l'individu, une fois qu'il est dans un processus d'individuation, il est créateur de mouvements. C'est ça l'engagement. Le collectif, il est toujours changé par une personne, 5 personnes, 15 personnes, un petit groupe qui se met en route et qui avance pour changer les choses. Une voix peut changer la pièce, et si une voix peut changer la pièce, elle peut changer une ville. Et si elle peut changer une ville, elle peut changer un État. Et si elle peut changer un État, elle peut changer une nation. Et si cela peut changer une nation, cela peut changer le monde. Votre voix peut changer le monde. Nos prêcheurs, mais quand même. Ça veut dire que chacun d'entre nous dans cette pièce, s'il se connaît, s'il sait ce qui fait vibrer son cœur, s'il a la force d'avoir ce processus d'individuation, a le potentiel de changer le monde, tout simplement. De changer le monde, comme vous a expliqué Dominique Méda, il y a des changements en cours qui sont immenses, des enjeux qui sont en face de nous, enfin en face de nous, oui, c'est même pas dans 5, 10, 15 ans. La révolution écologique, il faut la faire maintenant. La transformation du système, il faut la faire maintenant. Et bien ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, mais on n'est pas tout seul, parce que chacun d'entre nous peut lancer ce mouvement de changement. Je vous donne un exemple de Maxime Lelong. Est-ce que son nom vous dit quelque chose ? Vous savez, le lendemain de la démission du lot, Maxime, il a juste créé un compte Facebook. 3 jours après, il y avait plus de 100 000 personnes en France qui étaient dans la rue. Maxime, c'est vous et moi. Hein. C'est quelqu'un qui se connaît, qui savait ce qu'il voulait défendre, et qui d'un coup s'est dit, il n'y a pas de raison. Si moi, je ne fais pas ce post Facebook, personne ne va le faire. Je vais le faire, et puis on va lancer une marche. 3 jours après, la marche, elle existait. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, Kiddy Smile. Oh oui, un petit peu. Ça vous dit quelque chose ? Kiddy Smile, c'est vraiment l'un des spécialistes de ce qu'on appelle le voguing en France. C'est aussi un DJ. Il est arrivé avec ce t-shirt pour jouer à l'Élysée. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Et en plus, il est arrivé avec ce t-shirt, et en plus, il a passé des musiques très spécifiques pendant son set. Kiddy Smile, c'est un artiste, c'est un citoyen comme vous et moi. Et tout d'un coup, il décide qu'avec son art, avec ce qu'il fait vibrer, avec son individuation, il va bouger les lignes. Il va essayer de changer le collectif. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Mais je peux vous parler de plein d'autres artistes. Aznavour, dont on vient beaucoup de parler, je n'entends parler que de sa chanson « Comme ils disent », qui, à l'époque, parlait de l'homosexualité. Et à l'époque, c'était complètement fou de parler de ça. Je peux vous parler d'un film à aller voir cette semaine qui s'appelle « Girl ». Pareil, c'est un artiste qui a décidé de parler d'un sujet en s'engageant. Je peux vous inviter à aller voir Capharnaüm. Pareil, c'est des artistes avec leur singularité, avec leur vocation, qui décident de changer le collectif, qui décident de s'engager en sachant qui ils sont. J'aurais pu parler de plein d'autres personnes, plein d'autres citoyens qui ne sont pas différents de vous et moi, et qui un jour se disent « Je sais ce que je veux défendre, je vais le faire. On a 14, 15 ans, on va aller se battre contre le port d'armes aux États-Unis et on va le faire mieux que personne. On va faire bouger plus les choses en quelques mois que dans les 20 dernières années. » J'aurais pu en citer plein d'autres, des gens qui m'inspirent, qui vous inspirent sûrement. Rosa Parks qui s'assoit alors que les droits civiques existent à peine, que la population noire des États-Unis n'a pas le droit de s'asseoir à cet endroit-là dans ce bus. J'aurais pu parler du journal d'Anne Frank. J'aurais pu parler de plein de citoyens. Est-ce que vous connaissez Catherine Visser ? C'était l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de courir un marathon. Et d'un coup, en tant que citoyenne, elle se dit « j'y vais, moi j'ai envie de courir, j'ai envie de le faire ». Alors ça, c'est ce qu'on appelle des engagements plutôt pas radicaux, mais qui se font de façon pas dans son entreprise, etc. Mais je crois que l'engagement, il n'a pas du tout vocation à exister seulement dans une association ou dans un mouvement politique. Au contraire, chacun d'entre nous peut le porter au quotidien. Je vous ai parlé de comment on se comporte avec les gens, la porte qu'on tient, le sourire qu'on fait dans le métro. Pour moi, ça commence là, le fait de savoir quelle société on a envie de défendre. Monia Zouaï, elle fait des vêtements recyclés. Mais Monia, elle est engagée.
de là où elle est. Elle sait ce qu'elle aime, elle aimait la mode, elle savait ce qu'elle avait envie de défendre, une mode plus engagée pour changer le collectif. De son entreprise, de son projet, elle s'engage, elle bouge les lignes. J'aurais pu vous citer, est-ce que vous connaissez une entreprise qui n'est pas très loin, à Romans-sur-Isère, qui s'appelle 1083 ? Thomas, qu'est-ce qu'il fait Thomas ? C'est Thomas Huriez, qui est le fondateur de 1083. Mais Thomas, quand vous visitez l'usine, c'est un entrepreneur engagé. Il défend ce en quoi il croit. Il a choisi son médium. Ça sera le jean, ça sera la mode. Et il défend sa vision de la société, sa vision du collectif et de la transformation qu'il veut imaginer. Je pourrais vous citer Colin Kaepernick. Est-ce que vous savez qui il est ? C'est le premier footballeur américain qui a posé son genou. Vous savez, en fait, quand il y a l'item qui est joué avant les matchs de football aux États-Unis, lui, il a posé son genou à terre en signe de protestation pour les violences policières contre la population noire aux États-Unis. Banni de partout. Et qu'est-ce que fait Nike ? Nike n'est pas une petite start-up. Nike est une grande entreprise qui dit nous, il va être le visage des 30 ans du Just Do It. Ça s'appelle de l'engagement. Et moi, je n'ai pas de problème à dire que j'attends les entreprises sur ce terrain-là. Parce que des citoyens, c'est aussi des gens qui peuvent être des entrepreneurs, des employés, des salariés. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre au quotidien quand vous allez au bureau, quand vous créez quelque chose ? Moi, je crois que l'entreprise, elle a une responsabilité immense dans la transformation du collectif. 54 des 100 entités les plus puissantes du monde sont des entreprises et non pas des pays. Cela veut dire que c'est important que ces sociétés adoptent une perspective capitaliste plus consciente pour créer un monde différent. C'est très important, d'autant plus que la défiance, elle est là. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand on parle des scandales Volkswagen, etc., comme si c'était des entités, je ne sais pas, déshumanisées, mais le scandale Volkswagen et la triche sur le dioxyde, c'est 10 personnes dans un bureau qui se disent « Mais tiens, si on fraudait, ah ouais, très bonne idée, si on polluait plus que prévu. » Mais ça, tout d'un coup, c'est 10 personnes qui, dans un bureau, se disent « Bah ouais, très bien, on va faire ça. » On ne peut pas se défausser quand on est dans son entreprise. Chaque geste nous engage. Qu'est-ce qu'on a envie de construire ? Quelle sorte de consommation on a envie de proposer ? Ça, j'en suis persuadée. D'autant plus, et moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, enfin pas pour les politiques, mais ça c'est pas nouveau, mais pour la société civile. Quand vous demandez, c'était un sondage de la Réclame d'il y a 6 mois, qui trouvez-vous le plus utile dans la société actuelle ? 89%, le chef d'entreprise d'une PME. 62%, le PDG d'une grande entreprise. 32%, un journaliste. 17%, un homme politique. Oui, ça laisse pantois. Ce que je veux dire, c'est que l'engagement, on ne peut pas le laisser à quelqu'un d'autre que nous, puisqu'on est super attendus, en fait. Et je crois qu'ils ont raison de nous attendre. Selon l'étude MSL, 78% des millennials, alors les millennials, en gros, c'est les gens qui sont nés entre 1995 et 1980, mais moi je pense que c'est plus une question d'état d'esprit que d'âge, pour être très honnête. 78% des millennials recommandent une entreprise à leur pairs en fonction de l'implication de l'entreprise dans la société. 83% s'attendent à ce que les entreprises fassent plus que ce qu'elles font déjà pour aider le monde. 82% croient qu'elles en sont capables et ils veulent travailler avec les entreprises pour les aider. 51% ont dit vouloir s'impliquer personnellement pour faire du monde un meilleur endroit. 69% souhaitent que les entreprises leur facilitent la tâche. Bah oui, grosse responsabilité. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai lu avant de venir la tribune qui vient d'être lancée, en fait, un manifeste qui circule dans les grandes écoles. Je ne sais pas si le M Lyon est dessus. Ça a commencé à circuler à HEC, Polytechnique. C'est tous les étudiants de ces écoles qui s'engagent à ne plus jamais aller travailler dans une entreprise polluante, petite ou grande. Quand les premiers de cordée ne voudront plus y aller, ça va devenir compliqué quand même. Le plus grand problème pour notre démocratie n'est pas des républicains réactionnaires ou des démocrates dépensiers, mais des citoyens atypiques, a dit Robert Reich, qui est un ancien... apathique, pardon. Bon, oui, ça peut aller avec, hein, c'est pas antinomique. La singularité, je vous ai dit, la singularité. Et donc l'apathie, c'est très dangereux. L'apathie, c'est quand on se dit « Ah, l'engagement, c'est pour les autres. Parce que moi, j'ai pas envie de m'engager à faire ça, ou je suis pas dans une association, ou je suis pas dans une ONG, ou je suis pas en politique. » Mais encore une fois, l'engagement, c'est pas ça. L'engagement, ça n'a rien à voir avec le politique.
D'ailleurs, le politique au sens large du terme, ça n'a rien à voir avec les partis politiques, c'est défendre la vision de la société à laquelle on croit. Et bien ça, on peut tous le faire. L'apathie, c'est pas seulement ne pas aller voter aux élections. C'est se dire, ça ne me concerne pas. 84% des millennials pensent qu'ils ont le potentiel de changer le monde pour le meilleur. Donc moi, je trouve que c'est super optimiste de se dire que finalement, loin de ce qu'on pourrait croire, dans ce contexte-là, donc vous voyez, disons, avant la révolution numérique, on était un peu là. Pour les utopistes du web, on devrait arriver là. Quelle est, selon vous, pour vous, la plus grande utopie, la plus grande communauté utopiste du web pour le moment? Vous connaissez la blockchain? Qui connaît la blockchain? Ah oui, quand même. La blockchain, il n'y a même pas une banque centrale qui décide du prix de la monnaie. Donc on est vraiment dans un système distribué. Il n'y a plus de pouvoir centralisateur. Mais dans une révolution numérique, actuellement, on serait plutôt dans la décentralisation. Ça nous donne plus de pouvoir. On peut plus se connecter à l'autre, créer du collectif, créer du mouvement et créer de l'intelligence collective. Chacun de nous peut faire une différence. Nous ne pouvons pas vivre un seul jour sans influencer le monde qui nous entoure, et nous avons le choix du genre d'influence que nous voulons avoir. Dit Jane Goodall. C'est la dame qui s'occupe des chimpanzés. Ça vous dit quelque chose? Ben voilà, moi je vis avec cette phrase tous les jours, en me disant, aujourd'hui, je choisis la différence que je veux faire, quoi que je fasse, quoi que je dise, quelles que soient mes interactions. Il n'y a pas de petits paris. Je sais qu'on a beaucoup parlé des petits pas récemment, et c'est là où je serais un peu différent, un peu en désaccord avec Nicolas Hulot, alors que j'en ai pas beaucoup pour être honnête, mais chacun de nos petits pas, ce qui est frustrant, ce qui est horrible, c'est quand on se dit qu'on est tout seul. Et donc on se dit, bon bah moi c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais vos petits pas, plus mes petits pas, plus les petits pas d'en haut, plus les petits pas d'à côté, c'est un océan, c'est un mouvement. Il n'y a pas de petits paris, il n'y a pas de petite action, ça n'existe pas. Ça change la donne. Si ce n'est pas vous, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Moi, j'ai envie de me dire, je ne vais pas attendre que le qui soit quelqu'un d'autre, surtout qu'en plus, dans le processus, je vais me trouver, favoriser encore plus mon processus d'individuation et changer le collectif. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, alors dormez avec un moustique et vous verrez qui empêche l'autre de dormir. Post-it frigo. Parce que du coup, ça, vous ne l'oublierez plus jamais. Que vous n'êtes jamais trop petit, jamais trop jeune, jamais trop vieux pour faire une différence, ça n'existe pas. Alors moi, je vais vous laisser, chacun des moustiques dans cette pièce, aller créer l'effet papillon. Merci beaucoup.